Alors voilà, l'idée de ce livre est venue d'une préoccupation ancienne pour Montparnasse et pour les villes en général. Pour Montparnasse en particulier, parce que j'y vis depuis plus de 20 ans. Mais mon premier réflexe, quand je vais dans une autre ville, c'est d'essayer de savoir où vivaient les écrivains, les peintres, les artistes, les musiciens. À Montparnasse, j'y suis depuis un moment, et puis en me promenant, j'essaie de voir, tiens, qui vivait là. Parfois, je vois une plaque. Parfois, au fil des lectures, j'apprends qu'un tel a vécu à tel endroit. Et un jour, je déjeune avec un écrivain espagnol que j'aime beaucoup, Enrique Villamatas, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Paris ne finit jamais, où il parle, entre autres, d'Hemingway et Fitzgerald. Euh, et lui se prend pour un imitateur d'Hemingway, enfin, c'est un livre très drôle. Dans ce livre, il vit d'ailleurs dans un studio que lui prête Marguerite Duras, rue Saint-Benoît. C'est quand même assez hasardeux. Euh, Et puis, il me pose de but en blanc cette question, où était le Dingo Bar? Et là, je suis incapable de lui répondre. Je savais que c'était à Montparnasse, peut-être rue de l'Ambre, j'en étais pas sûr. Donc du coup, je fais ma petite enquête, je vois que c'était là. Et je me dis, mais c'est vrai, il me manque un guide, aujourd'hui, disponible, qui fasse la synthèse, à défaut d'être exhaustif, la synthèse quand même de ce qui s'est passé à Montparnasse entre 1900 et 1940. Et je pars des lieux, de ces lieux de légende, pour mieux parler des gens. Donc je parle des cafés, évidemment le Dôme qui a été le premier, la Rotonde qui a été le QG peut-être de toute cette bohème littéraire et artistique. Puis par la suite le Select, la Coupole qui ont été et qui continuent à être des lieux très fréquentés et qui rendent encore un petit peu l'âme de ce quartier. Mais également des phalanstères d'artistes, c'est-à-dire des cités d'artistes comme il y en a rue Campagne Première, la cité Falguière dans le 15e, ou également la Ruche qui est connue dans le monde entier comme étant donc le premier grand phalanstère d'artistes du quartier, où allait Chagall, où travaillait et vécu Soutine, Modigliani qui passait, Apollinaire et Sandra venaient voir les copains. Enfin, la plupart des Juifs de l'Est sont venus s'y installer, mais d'autres aussi, des Espagnols. Et aujourd'hui encore, il y a un grand artiste comme Ernest Pino Ernest qui y travaille. Et on retrouve des Cubains, des Libyens, voilà, des gens de toutes les nationalités. Montparnasse, c'est un quartier cosmopolite. Et c'est assez important, c'est ce qui fait que Man Ray adopte immédiatement ce quartier. Quand il arrive le 14 juillet 1921, il réside à Passy, mais très rapidement il vient à Montparnasse et il est charmé d'entendre parler autant de langues et surtout d'entendre parler un français aussi mauvais que le sien. Donc ça le séduit et il y reste. Et comme vous savez, voilà, vous connaissez la suite de l'histoire, il y vit, il y travaille, il s'installe avec Kiki de Montparnasse. Voilà, c'est tout un symptôme déjà d'avoir un surnom de quartier. C'est pas anodin d'avoir un surnom de quartier comme ça, parce que Montparnasse est une exception, je crois, dans l'histoire de l'humanité, où un quartier, pour la première fois, devient le centre du monde, et non pas une ville. Et de façon beaucoup plus large encore que Montmartre, puisque là, on y attire tout le monde. Non seulement les peintres, les sculpteurs, les écrivains, mais également les architectes, les designers, les musiciens. Il y a le music hall rue de la Gaîté, les acteurs de théâtre, la chansonnette, etc. Le groupe des Six a été créé d'abord à Montparnasse. Éric Satie règne aussi sur tout ce beau monde. Vous avez tout le monde. Picasso vient en 1913 parce qu'il est sur la butte et il se rend compte qu'après le bateau Lavoir, là où se passent les choses, c'est à Montparnasse. Et c'est là où il développe le deuxième cubisme, le cubisme synthétique. Il fait ses premiers collages, ses premières installations, en intégrant l'atelier comme œuvre d'art elle-même. Voilà, il se passe des choses assez formidables en termes d'avant-garde et dans un mode de vie de quartier en même temps, où les gens se connaissent, se fréquentent entre eux. Kisling fait son mariage, tout le quartier y participe, la fête dure 3 jours. Voilà. Il y a également dans ce Montparnasse, on découvre qu'il y a des héros de l'ombre, mais qui ont été très importants pour faire de Montparnasse le quartier aussi vivant qu'il a été. Par exemple, Libion, le patron de la Rotonde, qui a permis à tous ces artistes de boire beaucoup sans payer trop, et il effaçait les ardoises, il offrait des tournées, il les laissait voler du pain parce qu'il savait que pour certains d'entre eux, ils mourraient carrément de faim. Kiki allait faire sa toilette intime à la Rotonde.
il passait l'éponge sur beaucoup de petits méfaits qu'il pouvait faire. Et il avait demandé à ses garçons de café de ne pas exiger de renouvellement de consommation de ses clients. En disant oui, ils sont des gens un peu bizarres, ce sont des personnages et c'est eux qui rendront mon café célèbre. Il avait raison. Il ne perdait pas le nord non plus parce que quand ils avaient un peu d'argent, ils savaient très bien le dépenser et ils faisaient la fête à leur entourne. Il y a Zamaron, qui est un commissaire de police, qui s'emploie à faire sortir les peintres qui ont un peu trop bu le soir et qui sont en cellule de dégrisement, qui régularise la situation de certains peintres étrangers en France. Et non seulement ça, mais il leur achète des tableaux, il leur achète des œuvres d'art et au prix coûtant. Il y a également Madame Salomon, qui est une concierge, et qui a été la concierge du grand immeuble de la rue Joseph Barra, où étaient à la fois Kissling, Rembrandt Bugatti, Zborowski, le grand marchand d'art qui a défendu Modigliani, puis Soutine, etc. Tous ces artistes se retrouvent dans cette même maison, et c'est Madame Salomon qui fait la jonction entre tous ces gens et les protège. Et même si elle n'aime pas Soutine et Modigliani, bon, elle les tolère quand même en se faisant payer des bouteilles de vin par Kissling. Mais ces gens-là ont rendu cette vie possible. À la fois une vie d'artiste en étant indulgent avec ces artistes et écrivains sans le sou, et en même temps leur donnant les moyens de travailler. Rosalie, par exemple, rue Campagne Première, qui avait une crèmerie et qui nourrissait souvent à l'œil Modigliani, quitte à lui aboyer dessus le lendemain et dire à Kiki un jour, toi tu manges pas ici, et le lendemain lui offrir un ossobuco savoureux. Voilà, c'est cet esprit-là où le sublime pouvait côtoyer le plus trivial, le plus quotidien. C'est ce que j'ai essayé de rendre un peu l'atmosphère de ces années-là, et comme je disais, de partir des lieux pour parler des gens, et avec des anecdotes qui rendent vivant, je crois, cette période qu'il a été si intensément.